Tout a commencé à l'autre bout du monde, en Australie, où le père de Rupert Murdoch, Kes Murdoch, est l'un des journalistes les plus influents. C'était le fils d'un pasteur écossais de l'église libre, une branche de l'église presbytérienne, qui avait un énorme sens du devoir, sens des responsabilités, tandis que le grand-père maternel de Rupert était absolument l'inverse, c'est-à-dire un buveur, poursuivi, possédait de jeux à permanence. Et Murdoch a été élevé quand il était petit par des gouvernantes dans une énorme propriété australienne, tandis que son père ne lui parlait que de journaux, que de politique, matin, midi et soir. Son père était un homme qui avait essuyé, étant jeune homme, un cuisant échec à Londres. Il était parti à Londres chercher en vain un poste de journaliste. Bon, il faut dire qu'il n'était pas aidé, il était bègue, il était timide, et il a dû se convertir en rentrant au pays, en Australie, au journalisme parlementaire. Là, déjà, il était plus doué, parce qu'il était doué pour les intrigues politiques plus que pour le journalisme, et il a réussi en 1912 à être nommé directeur d'une agence de presse. Seulement, la guerre arrive, il essaye de devenir reporter de guerre, il se fait recaler, et c'est finalement le Premier ministre australien, qui le connaît, et qui lui confie un petit os à ronger en le chargeant d'apporter du courrier aux soldats qui participent à la bataille des Dardanelles, sur la péninsule de Gallipoli, dans l'Empire ottoman. Et là, c'est la chance de la vie du père Murdoch. Le correspondant de guerre du Times sur place le charge de ramener à Londres une lettre qui contient un reportage qui doit permettre au monde d'ouvrir les yeux sur le désastre, sur la violence inouïe des combats à Gallipoli. Le scandale va provoquer l'évacuation des troupes et les Australiens, certains Australiens, penseront même que c'est le père de Rupert Murdoch qui a mis fin à la guerre. Murdoch va jouer sur cette légende en finançant en 1981 un film qui s'appelle Gallipoli et où c'est Mel Gibson qui joue le rôle de son propre père. Ce père de Rupert Murdoch a su profiter de cette soudaine exposition pour se lier d'amitié avec le tout-puissant propriétaire du Times, Lord Northcliffe, qui à l'époque fait du Daily Mail un succès populaire grâce à des règles très simples. Pour lui, je cite, « Un journal doit rapporter de l'argent et traiter de ce qui intéresse la grande masse du peuple. Il faut donner au peuple ce qu'il désire. » C'est vieux comme le monde, mais à l'époque, les journaux ont une autre prétention. Alors, Kes se met en tête de devenir l'homme le plus puissant, le plus influent du Commonwealth. Il a la mégalomanie des Australiens, en tout cas des Murdoch, et il fait élire le Premier ministre travailliste Joseph Lyons dans ses journaux en 1932. L'année suivante, il va anoblir Murdoch, mais ce Murdoch dit de lui « Je l'ai mis ici, je vais l'en retirer ». Les chiens font pas des chats, parce que c'est ce que Murdoch a fait toute sa vie. Pourtant, en grandissant sous l'autorité de ce père dominant, de ce père intimidant, souvent distant, Rupert Murdoch a développé une énorme timidité. Son père l'emmène tous les samedis matins dans les locaux de son journal, le Sydney Morning Herald, qu'il avait acquis en 1921, pour le propulser en tête des ventes, grâce à la formule des tabloïds anglais, justement. Et il fait respirer à son fils l'odeur de l'encre à même l'imprimerie. C'est des décennies plus tard que Murdoch s'en rappelle comme d'un souvenir fondateur. Et il dit, je cite, « J'ai senti l'excitation et le pouvoir. Pas le pouvoir brut, mais cette capacité d'influencer au moins l'ordre du jour de ce qui se passe. » Et c'est ça le pouvoir des médias sous Murdoch. Contrôler cet agenda setting, lui, il sait depuis le plus jeune âge, depuis l'avant-guerre, que c'est le cœur du pouvoir des médias sur les politiques. Et le secret de sa vie, ça va être de dicter les thèmes sur lesquels les élus, les candidats politiques doivent réagir, sont sommés de réagir. Les réseaux sociaux n'ont pas vraiment, en tout cas pas tout à fait, parvenu à prendre le leadership sur cet agenda politique. C'est toujours les médias qui le font, et ils le prendront peut-être jamais. On voit les débats en ce moment avec Elon Musk à la tête de Twitter et son probable échec. Murdoch d'ailleurs dit carrément que pour lui, il n'y a pas d'existence plus enviable que ce pouvoir d'influence. Alors, il rachète son père, à Rupert Murdoch, achète d'autres petits titres, et ça devient un journaliste très craint, très écouté, qui torpille sans cesse le parti travailliste dans tous ses éditos, déjà. Et il épouse, quand il a 42 ans, une femme bien plus jeune, qu'il avait remarquée en une de l'un de ses magazines, et qui va s'avérer avoir un sacré caractère. Cette femme, elle s'appelle Elizabeth, c'est la mère de 4 enfants, et notamment de Rupert Murdoch, qui s'appelle en vérité Kes Rupert Murdoch. Mais c'est lui qui a décidé de privilégier le prénom
de son grand-père maternel, le buveur, à celui de son père. Et d'ailleurs, au désespoir de son père, il va passer beaucoup de temps étant jeune en Australie avec ce grand-père, avec celui que Kess voit comme un homme sauvage, un buveur, un joueur. Murdoch dira d'ailleurs: l'un des pires cauchemars de mon père, c'était que je devienne comme mon grand-père maternel, ce qui a probablement été le cas. Et d'ailleurs, c'est probablement le mélange de la folle ambition de son père, délirante, maniaque, et de l'immoralité pauvre de son grand-père, qui fait la clé de ce succès terrifiant que Murdoch n'a pu construire que dans la durée. Parce qu'en 1941, quand Rupert est envoyé dans un prestigieux internat de Melbourne, il est tellement timide qu'il se fait aucun ami. Et d'ailleurs, il comprend que s'il décide de devenir patron de presse, il faudra compter que sur soi. Il ne pourra pas avoir d'amis trop proches parce que ça risquerait de le pousser au compromis. Les petits copains l'insultent selon les éditos de son père. Et à l'époque, son seul but, c'est de changer le monde. Et surtout, d'éviter d'aller à Oxford. Parce que son père a ce grand projet pour son fils, projet mégalo. En 1944, d'ailleurs, Kess prend la présidence du groupe de presse australien Herald. Et il emmène en Europe son fils, comme Mozart ou d'autres pouvaient le faire quand ils étaient plus jeunes. Alors il le présente au pape, en audience privée quand même, et il lui assigne un tuteur à Oxford qui s'appelle Asa Briggs. C'est un historien brillant. Et c'est surtout un spécialiste des médias de l'ère victorienne. Il apprend tout à Rupert Murdoch. C'est aussi un ancien espion dans la section qui décodait, vous savez, les messages Enigma pendant la guerre avec Alan Turing. Kess pousse son fils à travailler aussi pour son journal et il lui trouve même un menteur en la personne de Rohan Rivett, qui était le correspondant du Herald à Londres et l'incarnation du journaliste de plaidoyer, comme son père aurait voulu que Rupert Murdoch le devienne. Et puis finalement, Rupert Murdoch rentre à Oxford quand même, et c'est à Oxford qu'il développe une hostilité totale aux privilèges, sous toutes leurs formes, sauf quand c'est les siens évidemment, et un goût prononcé de la rébellion contre les élites en place au sein du club travailliste de l'université. On dit même qu'il avait une statue de Lénine dans sa chambre et que tout le campus le surnommait Rupert le Rouge. Mais en 1949, Kess Murdoch apprend qu'il a un cancer. Il a certes bâti un empire, mais pour le groupe Herald dont il est salarié, et il possède quelques actions. Alors il décide de s'endetter pour acheter l'Adelaide News et le Courrier Mail de Brisbane, juste avant de mourir en 1952, parce qu'il voulait léguer à ses enfants, et à proprement parler à Rupert, un groupe, un jouet, un instrument de pouvoir. Rupert arrive trop tard pour assister à l'enterrement de son père, donc il doit retourner à Oxford faire sa dernière année, mais dans son testament, son père souhaite que son fils ait, je cite, la grande opportunité de passer une vie altruiste, utile et accomplie dans les activités de presse et de radiodiffusion, et qu'il puisse un jour occuper un poste de haute responsabilité dans ce domaine. Il a été entendu sauf pour la vie altruiste, parce que quand Rupert apprend depuis Oxford que l'exécuteur testamentaire de son père, qui n'est autre que l'homme qui a succédé à son père à la tête du groupe Herald, a décidé de racheter à sa mère le Courrier Mail, il devient fou. Rupert Murdoch sait qu'il aurait pu emprunter sur les actifs des deux autres journaux pour payer les droits de succession de son père, et il en veut même à sa mère d'avoir cédé. Là, il prend conscience que l'avidité des gens riches n'a aucune limite. Il n'a que 22 ans, mais ce ressentiment perdure depuis 70 ans en lui. Et lorsqu'un autre ami de son père propose à sa mère de lui racheter l'Adelaide News, là, Rupert décide d'enfreindre toutes les règles de l'establishment australien. Il publie en une de l'Adelaide News l'offre de son adversaire, avec pour titre une offre pour le monopole de la presse. Ça a créé un précédent que Murdoch suivra toujours. Il ignore l'élite qui propose l'appartenance à un club en contrepartie de l'acceptation du statu quo. Et cette guerre ouverte va durer quand même 2 ans avant de s'achever par un compromis. Rupert doit céder 50% du Sunday Mail, l'édition du dimanche, au groupe Herald, qui accepte en contrepartie de lui en laisser le contrôle exécutif. Là, Rupert n'a que 24 ans. Mais ce coup d'éclat lui permet d'asseoir à la fois son autorité sur le conseil d'administration de News Limited, la holding des journaux de la famille Murdoch, et donc sur sa famille, puisque sa mère le pousse, insiste pour qu'il devienne vice-président de News Limited, mais aussi sur le marché réputé le plus concurrentiel du monde, le marché des médias australiens. Et Rupert, à l'époque, n'avait pas vraiment prévu de conquérir le monde. Il obtient d'ailleurs de justesse son diplôme d'Oxford en 1953,
mais il commence un stage au Daily Express. À l'époque, le Daily Express, c'est l'un des quotidiens les plus vendus au monde. C'est sa mère, toujours, Elisabeth, qui le pousse à rentrer, qui lui ouvre les portes. Et là, Murdoch, il prend goût, parce qu'il apprend le style inimitable de la presse tabloïde londonienne de l'époque, et il se prend à rêver d'étendre la diffusion de son Adelaide News, 75 000 exemplaires à l'époque, en suivant tous les préceptes de son mentor, le propriétaire du Daily, Lord Beaverbrook. Ce dernier avait pour objectif, à l'époque, de créer un journal de propagande. Mais pour que la propagande soit efficace, il fallait que le journal ait du succès. Parce qu'un journal n'est bon pour la propagande que s'il a une totale indépendance financière. Et cette leçon, toute sa vie, Murdoch va s'en rappeler et va tenter par tous les moyens d'avoir les reins assez solides financièrement pour pouvoir acheter ses journaux, acheter ses journalistes et ne jamais dépendre de personne, ni risquer de perdre le contrôle de ses affaires, de sa holding familiale et de son groupe News Corp. D'autant que, très vite, ce titre incarne à merveille ce qu'on appelle les dark arts. Vous savez, c'est les arts sombres du journaliste. C'est par Arsène Lupin, quoi. Mais quand même, le recours à tous les moyens, y compris illégaux, surtout illégaux, au prétexte de servir la très noble cause de l'information. Et ce Lord Beaverbrook enseigne à ses équipes que la répétition est la clé de la propagande et non de l'éducation. Et surtout, il déclare la guerre aux adjectifs. Il arrive, il voit la maquette, il barre tous les adjectifs. Et il propose évidemment à Rupert de l'embaucher parce que le Murdoch a un certain talent pour les sbroufs. Et il lui dit « Rupert, si vous travaillez pour moi, vous ne deviendrez jamais milliardaire, mais vous vivrez comme si vous en étiez un. » Seulement, Rupert Murdoch est déjà traumatisé par l'expérience salariée de son père et il n'a qu'une idée en tête, c'est de travailler pour lui-même. Alors, il rentre en Australie avec une ambition farouche, c'est de revenir un jour à Londres et de racheter purement et simplement le Daily Mirror. Pour lui, dès le départ de sa carrière, la survie de News Corp passe par l'extension. C'est s'étendre ou périr. Alors, évidemment, il est obligé de voir plus grand qu'Adélaïde parce que c'est une ville de 500 000 habitants, assez isolée. Et très très vite, Murdoch fait la chasse aux coups, il dégage des excellentes trésoreries. Et ça lui permet d'être le premier patron de presse à avoir recours au levier de la dette, à l'intégrer à une stratégie entrepreneuriale à grosse échelle. Il doit passer outre les réserves de son conseil d'administration, de sa maman, de ses frères et sœurs, pour acheter en 1955 le Sunday Times de Perth, une autre ville australienne. Et là, il prend un malin plaisir à intervenir à tous les étages pour en faire un titre rentable le plus vite possible. On raconte qu'il va carrément nettoyer lui-même les têtes encrassées des machines à écrire. Il fait grincer quelques dents dans le milieu un peu cossu de la presse australienne, mais le succès de cette première acquisition va lui permettre quasiment immédiatement de racheter le Mirror de Sydney et d'en faire la version australienne du Daily Mirror, son rêve, qui est encore le premier tirage au monde à l'époque. Et ça marche, Murdoch écrase plat de couture tous les tabloïds, toute la concurrence, parce qu'il a cette capacité à s'organiser pour étouffer les autres titres de presse avant qu'ils ne puissent réagir. Et parce qu'il a compris aussi le secret des faiseurs d'heures. C'est simple. Si vous empruntez peu, c'est la banque qui vous possède. Mais si vous empruntez beaucoup, c'est vous qui possédez la banque. Et plus il a de liquidité, plus Murdoch peut emprunter. Et plus il va arriver à vendre d'exemplaires de ses journaux. Et donc plus il pourra acheter de nouveaux titres, etc. etc. Et c'est comme ça qu'il accroît sa capacité à obtenir des emprunts garantis par ses actifs. C'est ce que Murdoch appelle depuis le début de sa carrière avoir du muscle financier. Et ce muscle va très très vite gonfler parce que Murdoch achète à tour de bras. Et oui, c'est simple, chaque nouvelle opération va lui fournir le flux de trésorerie qui est indispensable pour respecter les remboursements de sa dette. Donc c'est une course en avant. Et Murdoch comprend qu'il faut aussi appliquer toutes les leçons apprises par Lord Beaverbrook pour parler au public, pour accroître son audience. C'est quoi ces leçons ? C'est de baisser en gamme, c'est de réduire les coûts de production en licenciant à tour de bras, et c'est de rendre son contenu plus sensationnaliste à coups de pages entières d'horoscopes, de potins, de titres accrocheurs en une. Ça, c'est la recette qu'il va reproduire sans cesse. C'est ce qu'on appelle la murdochisation d'un journal, d'une chaîne de télévision, d'une maison d'édition, d'un studio de cinéma même. Et elle repose sur l'application systématique des vieilles recettes des tabloïds britanniques. Des unes racoleuses, du divertissement, de la suggestion sexuelle, des faits divers et sans cesse un appel à l'émotion. Quand vous voyez aujourd'hui les chaînes d'information en continu, vous voyez le fil logique qui nous guide dans cette murdochisation. Parce que
Plus tard, quand il reprendra le Sun à Londres, Murdoch il résumera sa pensée. Je veux un journal tire-larme avec plein de nichons à l'intérieur. Voilà en gros ce que sont les médias pour Murdoch. Ce qui est aussi l'audience, parce que pour Murdoch, ce qui compte, c'est pas le contenu du journal, c'est la publicité qu'en est faite. Alors dès cette époque, il dépense des blindes en publicité, en opérations de promotion, avec des jeux concours mémorables, avec des millions en récompense. Et à ses yeux, tout est bon pour faire parler de lui. Tout est bon pour faire vendre du papier, parce qu'il estime que personne n'a jamais perdu d'argent en sous-estimant l'intelligence d'un public. À ce moment-là, Murdoch commence à voyager aux États-Unis et le petit Australien se lie d'amitié avec le patron d'ABC, qui s'appelle Leonard Goldenson, qui lui montre les débuts de la télévision commerciale. Et Murdoch se reconnaît dans cet outsider sioniste qui est confronté à l'antisémitisme latent des élites protestantes. Et ils s'entendent sur l'importance d'entretenir des réseaux d'influence pour construire un empire médiatique. Alors ils se rendront des services, parce que Murdoch a légué à son fils un héritage immatériel mais inestimable. C'est cette connaissance intime des ressorts, des rouages de la vie politique australienne, de son casting aussi. Et depuis son enfance, Murdoch a été témoin du principal pouvoir qui découle de la propriété des médias, cet accès direct aux décideurs politiques. Murdoch décide à ce moment-là de mener des guerres d'usure pour accélérer sa course de fond. Alors, ils vont à perte, dans l'espoir d'éliminer ses concurrents, ou de racheter tous leurs titres à très bas prix. Vu que c'est le marché australien qui est réputé le plus concurrentiel au monde en termes de médias, Murdoch n'hésite pas carrément à acheter des actions de ses concurrents dans le seul but d'en augmenter la valeur et de conduire ses autres actionnaires à réclamer des dividendes. Ces dividendes, mécaniquement, vont plomber la trésorerie de ses concurrents qui ne pourront pas suivre la course aux investissements des journaux de Rupert Murdoch. C'est une stratégie qui est coûteuse, qui est risquée, mais elle s'est révélée très vite redoutablement efficace. Parce que, à cette époque, les journaux populaires, c'est un peu comme le deal de drogue. Le plus sûr moyen de gagner sa vie, c'est d'éliminer ses concurrents pour être le seul, pour être le meilleur, et à la fin, toucher des bénéfices exceptionnels. Rupert Murdoch vit même son baptême du feu syndical, en matant ses premières grèves d'ouvriers du livre en 1960. Celui qu'on appelait Rupert le Rouge admet qu'il est devenu, je cite, un putain de capitaliste. Son objectif, c'est de casser le monopole de ses deux concurrents sur la télévision à Sydney avec, il faut le dire, des méthodes de voyous. Murdoch rachète une petite station dans une ville minière qui est à 80 km de Sydney et sans demander l'avis de personne, il pointe son émetteur vers la banlieue de Sydney. Et puis, il va voir son ami aux États-Unis, Goldenson, et il négocie l'exclusivité pour l'Australie de tous les programmes d'ABC pour 5 ans, pour 5 millions de dollars. Là, les concurrents sont raides. Et son concurrent, Frank Packer, accepte de céder à ce petit jeune de Rupert Murdoch un quart de son groupe. Murdoch, d'ailleurs, à ce moment-là, réalise un des plus grands projets de sa vie parce qu'il lance un magazine, le magazine dont rêvait son père, qui s'appelle The Australian. C'est un journal grand format qui est lu par les élites de tout le pays. Et, bon, certes, Murdoch n'a pas gagné un sou pendant des décennies, ça lui a coûté une blinde, mais ce journal, The Australian, lui procure une influence sans commune mesure sur la vie politique australienne. Et pendant la lune de miel de Rupert Murdoch, en 67, Packer, son concurrent, se venge en organisant la prise de contrôle de Channel 9. Murdoch a alors 36 ans, il a son yacht, il a son château en Australie, mais dans le pays, on l'appelle toujours le gamin éditeur, alors qu'il a licencié plus que quiconque dans ce marché et que son empire pèse déjà 50 millions de dollars.